Salut. Donc, aujourd'hui, on est avec un agriculteur qui fait de l'agriculture biologique et qui s'occupe aussi d'une brasserie. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour, Christophe Germain. J'ai Bonjour. réalisé mon rêve d'enfant à 33 ans. J'ai réussi à m'installer paysan grâce à la volonté d'un homme qui voulait installer des jeunes pour perpétuer la vie du village. Louis Ménétrier à Quinfin. Donc j'ai un cursus tout à fait atypique. Je ne suis pas du tout du monde agricole ni de la région. Je suis originaire du nord de la France, de la frontière belge. D'où mon attrait pour la bière, on y viendra après. Et je ne suis pas non plus originaire, enfin mes parents n'étaient pas paysans, ils étaient commerçants de père en fils. Mon rêve de gamin c'était d'être paysan. J'ai fait un lycée agricole. Vu la difficulté de s'installer en agriculture, notamment dans le nord de la France, j'ai bifurqué après dans des études d'allemand, parce que ça c'était un rêve aussi. J'ai un grand-père allemand, je ne voulais pas parler l'allemand. Donc j'ai fait des études d'allemand, je suis allé en Allemagne pour ça, et puis j'ai fini par être prof d'allemand et puis prof de français en Allemagne. Dans cette époque-là, j'ai repassé un BTS par correspondance, et puis après j'ai enquillé mon stage 6 mois, qui était à l'époque obligatoire pour l'installation, dans l'Aube, région natale de mon épouse, avec qui je suis installé en GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Je me suis installé en 2006. Et puis de 2006 à 2014, j'ai perpétué l'exploitation telle qu'elle était, parce que j'estimais que voilà, j'avais pas une grande expérience. Donc le système fonctionnait comme ça. Donc, je l'ai perpétué comme ça. Et 2014, ça me trottait dans la tête depuis l'installation, je voulais passer en bio, pour plusieurs raisons. Une des raisons qui m'a fait vraiment basculer en 2014, c'est que le soir, quand je rentrais, mes gamins étaient jeunes, et puis bon, quand ils venaient m'embrasser, je leur dis non, il faut d'abord que j'enlève ma cote, surtout quand j'ai fait des traitements. Puis j'avais des fois mal à la tête en rentrant des champs. Alors, la pulvérisation, c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire dans l'acte, c'est-à-dire on était des journées tranquilles dans les champs. Par contre, j'étais moins fan des produits que je répandais. Par contre, j'ai toujours été taraudé par ces questions de fertilité des sols, Mhm. voilà, de nature, d'essayer de calquer ce que la nature fait. Et du coup, j'avais mis en place, avant de passer en bio, l'agriculture de conservation. Je se mets sur des couverts vivants. Et à mon grand regret, ça marche moins bien en bio. Ça. On a réintroduit une partie de travail de sol, qui n'est pas très agressif quand même. Pour l'instant, on est en train de tâtonner là-dessus. D'accord. Et donc, c'est tout ça qui t'a motivé à passer en bio, à faire du bio. Oui, c'est tout ça. Bon, on est installé dans une région agricole, le Barrois, euh, qui est en difficulté depuis des années. On est sur des sols qui sont très peu fertiles. Euh, Ce sont des sols très pierreux. Et dès qu'il y a une sécheresse, un coup de chaud, les rendements chutent. Quand on a des investissements en face et puis des charges assez lourdes, les engrais coûtaient cher à l'époque, ils coûtent encore plus cher maintenant, l'engrais des arbres, la rentabilité diminuait. Et le fait de passer en bio n'a pas été très compliqué. Enfin, on achetait plus de produits. Et du coup, ça permettait, en plus, ils mettaient une aide à la conversion. Donc la marche était facile. Ça, c'est Faire, bien. ouais, faire le contraire, si je voulais revenir au conventionnel, serait beaucoup plus difficile pour moi à l'heure actuelle. Ah, c'est plus dur de passer du bio en conventionnel que d'un Alors, conventionnel à bio. mais ça dépend de la trésorerie. Là, on n'a plus de trésorerie. Là, en fait, le souci du bio, c'est qu'ils nous avaient promis une aide au maintien. On n'a D'accord. jamais eu. Donc, Ouais, c'est vrai. ça devait être de l'ordre sur mon exploitation de 30 000 euros par an. Mhm. Donc, ça fait 6 ans qu'on ne touche pas. Voilà, on est à un trou de 180 000 euros qui correspond à ça. Ouais. On a été complètement abandonné par les pouvoirs publics. Ouais. C'est le sentiment qu'on a. Et comment ça se passe justement au niveau des démarches euh, pour avoir les subventions? J'imagine qu'il va falloir remplir beaucoup de dossiers, de paperasse, ou Alors, il y a un peu sur plus. un site internet en ligne, ou... Il faut d'abord se déclarer en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on se tourne vers des organismes certificateurs. D'accord. Donc, il en existe plusieurs. Ils viennent faire un
premier audit sur la ferme. Et puis après, tous les ans, ils viennent auditer à nouveau, voir si on correspond bien, si on rentre bien dans les clous comment dire, du dossier bio. Le terme va m'échapper, enfin, du cahier des charges. Et après, les aides, ben, elles sont avec la déclaration PAC, que tout agriculteur fait, que ce soit bio ou pas bio. C'est une cachette. Donc la PAC, c'est la politique agricole commune. C'est ça. Par contre, c'était mon cas cette année, il y a une seule parcelle qui est pas en bio sur la ferme. C'est la parcelle viticole, parce que je n'avais pas trouvé de prestataire, je voulais la passer en bio il y a 2 ans, on avait commencé justement à se rapprocher de notre organisme, ils avaient certifié voilà, en conversion. Et je n'avais pas trouvé à l'époque de prestataire sur une toute petite vigne, et puis qu'enfin c'est quand même assez éloigné. Et donc elle est restée en conventionnel. Et cette année, ben, du fait que j'ai une petite parcelle qui représente 0,3% de la ferme qui est pas en bio, je perds 6 000 euros d'aide sur le dossier PAC. Et c'est colossal. Enfin, ça, plus les aides au maintien qu'on n'a pas touché, enfin, la survie de l'exploitation. Elle dépend des aides. Ben là, elle est menacée, clairement. Quand je me suis installé, j'avais 32 ans, je me disais, tiens, je m'installe tard par rapport à certains collègues, ça m'embête parce que je ferais moins de récoltes que les autres. J'étais tellement passionné par le métier. Et là, les aléas climatiques, les différents aléas, et surtout les grandes difficultés économiques, font que je suis en train de me dire, ben, j'espère que je tiendrai jusqu'à la retraite. C'est sûr. Quelle technique tu utilises pour protéger les cultures sans pesticides? Est-ce qu'il y a des techniques qui sont plus... En fait, on a développé une stratégie. La tête de rotation dans une ferme bio, c'est la luzerne. La problématique du barreau, c'est que justement les luzernes n'est pas valorisée parce qu'on n'a pas de DESI. La DESI ne vient pas jusque. Donc la DESI, c'est l'usine de déshydratation en fait. Okay. De luzerne, elle ne vient pas jusque chez nous. Donc les luzernes, elles sont restituées au sol. Si on a de l'élevage, on peut avoir la prime éleveur. Donc là, on s'arrange avec des éleveurs tout à fait légalement. Hein, en fait, ils viennent faire paître les troupeaux ou ils récoltent les fourrages. En échange, on a la prime éleveur sur la légumineuse, mais elles sont, enfin, il y a quasiment peu de valorisation pour la luzerne. Donc nous, ça représente 30% normalement de la surface, ce qui est quand même impactant. Quand on la détruit, logiquement derrière une luzerne vient un blé, donc en fait on essaye de la détruire, mais pas complètement. Parce qu'on veut toujours qu'il y ait des plants de campagne, en fait, on veut que le sol soit toujours occupé. Donc on sème le blé dans de la luzerne qui a été détruite, mais pas complètement, donc là, elle repousse dans le blé. C'est là où c'est toujours un coup de chance, parce que on aime bien qu'elle soit présente, mais il ne faut pas qu'elle prenne le dessus en fait. Ce qui nous permet par contre à la moisson de récupérer des semences de luzerne. D'accord. Et quand tu dis des plants de campagne? Des plants de campagne, c'est-à-dire qu'on peut cultiver un tas de double culture, par exemple févrole blé, févrole triticale. Le févrole va accompagner le blé. Il y a une synergie entre... Il y a une synergie entre les deux. Ça occupe le terrain et alors, toutes les études agronomiques ont montré qu'une double culture était toujours plus rentable, tout au moins fait toujours plus de rendement qu'une simple culture. D'accord. De toute façon, dans la nature, il n'y a jamais aucune espèce qui est toute seule, c'est ici. La nature, c'est toujours un mélange de choses. Oui, mais dans la nature, il n'y a pas de monoculture. Non. C'est sûr. Donc c'est rarissime. Ça doit exister, mais c'est plutôt rare. Quels sont les plus grands défis auxquels tu vas faire face dans l'agriculture bio? Bah, pour l'instant, le plus grand défi, c'est la rentabilité. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les années 2018-2020, avant le Covid, le bio avait le vent en poupe. Il y avait beaucoup d'agribashing sur l'agriculture conventionnelle. Et puis là, à force de détourner les gens sur d'autres soucis, l'intérêt est moins porté sur le bio. Et les cours s'effondrent. On a des rendements qui sont quand même très très faibles sur notre secteur. Et du coup, il n'y a plus de rentabilité. Et comme on n'a pas les aides au maintien,
Les rendements sont faibles dus au sol, qui sont peut-être un Ben, peu difficiles à, au sol, et au puis milieu il n'y a d'autres pas, y a pas de facteurs moyen, aussi. le facteur limitant principal, c'est l'azote. Donc, comme on n'a pas Oui, de source d'azote à amener, l'azote organique, on peut en amener, mais c'est quand même assez peu, ça répond une année sur deux. Et puis c'est pas, enfin, c'est très cher, et puis c'est pas la cohérence que je voulais donner au système. d'accord. D'accord. Et pourquoi l'azote, c'est. Tu en mets pas. Ben, parce que l'azote, sous les formes, c'est soit des bouchons de plume de sang séché, D'accord. donc ça je trouve pas ça génial. Bon, déjà ça pue. Après, comme c'est sous forme de bouchons, il faut des conditions quand même météo, il faut l'emmener tôt, très tôt, fin d'hiver, pour que ça puisse se déliter et être mis en solution pour être absorbé par la plante. Après, l'autre solution, c'est de faire venir, alors j'en ai fait venir quelques camions, hein, ça m'est arrivé de faire venir deux ou trois camions depuis que je suis en bio, des fientes. Mhm. Et les fientes, ça vient soit de Bretagne, soit des Pays-Bas, faire traverser faire 1000 km un camion de fientes, Et, je trouve pas ça cohérent par rapport au bio, au bio. c'est sûr. Après, ça Euh, se discute, hein, c'est tous les arguments, enfin, on peut critiquer. Donc la stratégie, c'est vraiment justement de développer le blé avec l'usine. Un max, parce que l'usine, il va amener énormément d'azote au blé. d'accord. Donc là, c'est une bonne synergie. C'est une bonne synergie. Oui. Euh, Est-ce que le bio est plus rentable ou plus risqué financièrement? Ça va dépendre d'où on est en D'accord. fait. J'ai des collègues bio, enfin, des collègues bio qui sont sur des terres où on peut produire des cultures industrielles, type carottes, oignons, etc. Il y aura forcément une rentabilité qui sera bien plus importante. Alors, ils ont d'autres contraintes, l'accès au foncier est plus compliqué, etc. Mais très schématiquement parlant, tout le nord du département a des terres où ils peuvent produire à peu près tout ce qu'ils veulent. Ils font des rendements, même en bio, ils font des rendements qu'on faisait en conventionnel sur notre secteur. Pas tous les ans, hein, il faut pas non plus. Mais ils ont du rendement, ils peuvent faire une quantité de culture à valeur ajoutée assez importante. Et en plus, il y a le tissu industriel qui est là globalement pour travailler. Nous, dans le Barrois, on n'a rien, quasiment rien. On avait la chambrière à Bar-sur-Aube, mais elle s'est délocalisée à Sarnier. Ah Donc oui, on oui, est, oui, la chambrière de l'eau. ouais, donc on est abandonné, enfin le Barrois il est abandonné. D'accord. Enfin, c'est le ressentiment de bon nombre d'agriculteurs. D'agriculteur. On avait un GDA qui était situé à Bar-sur-Aube, Ah oui, qu'est-ce que. un groupement de développement agricole. Donc ça, D'accord. c'était, ça appartenait à la chambre d'agriculture et le bureau de Bar-sur-Aube était fermé. Ils voulaient nous couper avec Bar-sur-Seine, on a refusé, on préférait faire sécession, on va dire. Parce qu'on se sentait. Barrois était en grande difficulté, on se sentait d'autant plus abandonné. D'accord. C'est dommage parce que c'était aussi un moment où, quand je suis arrivé, je connaissais personne. Et le GDA, c'était vraiment pour moi un tremplin très intéressant. Sur des essais qui étaient réalisés, il y avait des tours de plaine au printemps presque toutes les semaines. Donc le fait d'y assister, ben, on pouvait acquérir la technique. Et puis on rencontrait les collègues, parce que le monde paysan, il est quand même, c'est un monde où on a forcément des relations avec l'extérieur, mais on est aussi une bonne partie de l'année seul. Quoi. Oui. Donc c'était intéressant et je trouve vraiment dommage. Bah, le Barrois, cette fermeture du GDA a vraiment laissé des traces. On en parle encore avec certains collègues. D'accord. Donc, au niveau des aléas climatiques et des maladies des plantes, En maladie des plantes, est-ce qu'on peut quasiment prévoir rien. éventuellement Non, alors, cette année, on s'est fait avoir sur une culture qui est la moutarde. On a cultivé la moutarde, là, c'est par rapport aux insectes. Ok. Donc là, l'altise a complètement bouffé la moutarde. L'altise. Ouais, c'est l'altise, ouais, elle a mangé la moutarde, donc dès la levée. Hein. Donc là, il n'existe rien, une solution, quasiment rien. Et peu qui existe, bah, ça marche pas. Donc, bah, on voit sa culture dépérir. Mais ça pose pas, enfin, je veux dire que ça pose pas de problème. Le paysan est quand même là pour produire. Euh, mais en bio, comme on n'a pas d'intrants à payer, donc une culture qui dévie de son parcours idéal, donc qui vient se salir ou à décliner par la maladie, s'il n'est pas trop tard, on préfère la retourner et mettre autre chose à la place. À condition d'être, voilà, d'avoir une culture qui puisse passer.
D'ailleurs, il y a un délai quand par exemple, quand tu es en conventionnel, que tu veux passer en bio, Ouais, tu peux pas cultiver directement du bio. c'est ça. Les délais, je les connais pas, mais après, est-ce que tu Alors les délais, alors, peux nous c'est éclairer? euh, toute culture récoltée euh, 2 ans après la date de conversion. C'est-à-dire que moi j'avais fait l'option d'une date de conversion au mois de Mhm. mai 2015. Donc toutes les cultures qui ont été semées à partir de mai 2017, donc à partir du 16 mai 2017, puisque la date de conversion c'était autour du 15 mai, à partir du 16 mai 2017, tout ce qui était semé était récolté en bio. D'accord. Et du coup, on fait comment dans cette période de 2 ans? Alors moi j'ai eu un coup de chance, je suis passé en bio en 2015, donc la récolte 2015, on avait les années à la conversion, comme en 2016, c'était la conversion était sur 5 ans. Euh, et donc en 2016, en fait, les productions qui sont issues des récoltes ne vont pas dans le conventionnel, elles ne vont pas dans le bio, elles vont dans un marché qu'on appelle C2, conversion de deuxième année. D'accord. Sauf qu'en 2016, ben, on attendait une récolte pléthorique. Mhm. Et donc, 2 mois avant les moissons, les techniciens nous ont dit bah, de toute façon, ton blé il est en conventionnel parce que tous les silos sont pleins. En fin de Ouais. compte, c'était une moisson catastrophique. Et du coup, on l'a super bien vendu et c'était une année plutôt. 2016 a été une belle année pour nous. Enfin, pour moi en tout Ouais, en quoi l'agriculture bio contribue-t-elle à la préservation de l'environnement? cas. Alors, l'agriculture bio, par différents. Enfin, l'attrait principal, ça va être l'absence des phytos. Un D'accord. impact sur le sol, sur la vie du sol, sur un tas de choses. Euh, Après, on peut reprocher aussi certaines choses au bio, comme le fait de réintroduire trop de travail du sol, qui a aussi un impact sur la vie biologique des sols. Donc le système parfait n'existe pas. J'ai des collègues qui travaillent en agriculture de conservation, qui ont des sols, j'en ai mes élèves la semaine dernière sur une ferme, euh, des sols super vivants, des turicules, donc les extrémités en fait, il y en a mais, des centaines par mètre carré. Euh, Qu'est-ce que les curricules? Turicule. Turricules, pardon. Turicule, c'est quand le ver de terre en fait, creuse sa galerie, enfin les vers de terre anessiques, qui font les galeries verticales. Bah, toute la terre passe à travers leur tube digestif et c'est des espèces de crottes qu'on voit à la surface. Comme les petits escargots là. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et D'accord. ça, c'est un signe d'activité, de bonne activité biologique des sols. D'accord. Donc, même en conventionnel, on peut l'avoir. Enfin, l'agriculture, on ne peut pas réduire l'agriculture conventionnelle à dire, ben ouais, elle est mauvaise pour la nature et l'agriculture bio serait bonne pour la nature. Euh, Ça dépend de la façon de travailler du paysan. D'accord. Donc, est-ce que tu as remarqué un changement dans la biodiversité sur tes terres depuis que tu es passé en bio? Oui, Du coup, alors le fait. j'imagine Ouais. tu- Bah, les turicules, ça les c'est une chose, turricules, ouais. pardon. Après, ce qu'on a surtout vu, c'est lié à deux choses. Réintroduction de beaucoup de luzerne en, fait, en tête de rotation, donc des couverts qui restent plus longtemps, en fait, la luzerne elle reste en place. Et comme il n'y a plus d'usage de pesticides, il y a moins de mortalité dans tout ce qui est lièvre et compagnie. Donc, D'accord. ils survivent mieux en fait les petits. On voit plus de lièvres et de perdrix notamment. Je ne pensais pas que ça impactait les liens. Si, ça impacte un peu tout. Ouais. Moi, je pensais, moi, dans ma tête, c'était plus les insectes, les champignons, ou Bah, le vivant, il est impacté à c'est toutes la les échelles, hein, globale. puisque on retrouve même sur certains vêtements de coton, enfin, des traces de Roundup, Oui, etc. Enfin, mais c'est d'accord. voilà, toutes les agricultures, euh, pour moi, sont utiles et nécessaires. Enfin, je ne veux surtout pas être dans cet antagonisme, il y a le bon d'un côté et le mauvais de l'autre, parce que Ok. Comment est-ce que tu perçois l'évolution de la demande de produits bio euh, durant ces dernières années? alors, le produit bio a connu une belle envolée dans la fin des années 2010. Euh, Ce que je constate par contre quand je fais des marchés avec la brasserie, c'est que les gens sont plus en demande de produits locaux.
Ça m'est arrivé sur certains marchés de dire donc les gens étaient contents de voir que c'est du local. Je dis oui, en plus c'est bio. Ils m'ont dit bah, ça n'a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est du local. Ça, c'est bien. Parce qu'ils ont, en fait, ils veulent reconnecter le producteur et le produit, en fait, cette chaîne voilà, qui va du producteur au consommateur. Et du coup, ils sont ouais, plus attirés par le local, je veux dire, que par le bio. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils mettent beaucoup en avant tous les produits dès qu'ils sont locaux. Ouais. C'est beaucoup mis en avant. Quel conseil tu donnerais à un agriculteur qui voudrait se lancer dans l'agriculture bio? Ah, ça, c'est une bonne question. Ah, si, conseil, aussi un conseil que je pourrais donner. Alors, moi, c'était facile. Ça, c'est bien mon parcours. Comme je ne suis pas issu du monde paysan, ça a fait à la fois ma force et ma faiblesse. Ma force dans le sens où j'ai pu remettre en question tous les systèmes, puisque je n'avais pas de chariot privé qui me courait dans les veines. J'ai pas vu mon père labourer, etc. Donc je n'étais pas attaché à telle ou telle pratique. L'inconvénient, le point inverse, c'est que mes parents étaient commerçants, là dans un commerce, je saurais faire des stocks, les commandes, etc. Sur une ferme, notamment en plus, quand je suis arrivé à Quinfin, j'avais vu les paysans travailler dans le nord, on n'a pas du tout les mêmes terres, on n'a pas la même façon de travailler, donc c'est des fois un peu plus difficile pour moi voilà, de vraiment voir le truc. Donc le premier conseil que je pourrais donner à un paysan, s'il est vraiment intéressé par le bio, c'est de changer son regard. De ne pas essayer de vouloir faire du bio comme du conventionnel. C'est-à-dire pas essayer d'avoir un champ nickel propre. Voilà, il faut, déjà en conventionnel, on est obligé d'accepter sur nos secteurs certaines adventices parce que voilà, le système est des fois parfois à bout. Et on a vu des années où j'avais des champs bio plus propres que certains champs conventionnels. En ce moment, c'est le contraire. Mais, voilà, je pense que le regard, c'est surtout le regard qu'il faut changer. D'accord. Et accepter aussi du coup la critique des voisins qui vont dire ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Ouais, toujours des critiques. Hein. Oui, il faut, par contre, il faut savoir voilà, il faut savoir les encaisser. Ah bah, ça ne doit pas être facile, c'est sûr. Comment est-ce que tu vois l'avenir du bio en France et dans le monde? Pour l'instant, je suis toujours plein d'espoir. C'est bien, Ouais. Conjoncture actuelle n'est pas porteuse pour le bio, donc c'est compliqué. On avait un projet avec des collègues, on s'est mis à plusieurs pour essayer justement de faire une meunerie, faire farine, pâte, pain, etc. On a été suivis par la région, qui nous subventionnait, par l'agence de l'eau. Par contre, les banques n'ont pas suivi. Du coup, ben, le projet a pris un tas de retard, et puis ben, maintenant, les autres se sont essoufflés, et puis ben, économiquement, la rentabilité n'est plus là. Donc, pour l'instant, ça paraît bouché. Enfin, l'avenir paraît plutôt sombre. Mais rien pourrait changer. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses que l'agriculture bio peut nourrir le monde? Oui. Alors, je me souviens une fois, c'était 2013, l'année où je voulais passer en bio. La Chambre d'agriculture a organisé une journée porte ouverte sur le secteur d'une ferme vers Polisy. Et il y avait un paysan qui était aussi chercheur au CNRS, il était statisticien. Et j'ai cru que le pauvre il allait prendre une volée de chaise dans la figure. Il a dit deux choses très simples. Il a dit de toute façon, quand on est en surproduction, il y a autant de monde qui meurt de faim. Et il a donné les chiffres. En fait, 100% bio, on pourrait nourrir la planète sans trop de soucis. Le problème, c'est pas tant la production, c'est la distribution en fait. Les gens, bah, s'ils n'ont pas de quoi acheter, ben, il faut acheter. Donc, quand le blé vaut rien, puis qu'on a des stocks de blé, ben, il y a toujours autant de monde qui crève de faim que. Comment reconnaître un vrai produit bio et éviter les pièges marketing? Il y a forcément le logo bio. En France, voilà, le logo bio AB français ou européen. Voilà, ça c'est le premier critère. Après, malheureusement,
c'est comme partout. Il y en a qui peuvent tricher. Ça, c'est inévitable. Par contre, ça, j'aurais aucun scrupule à dénoncer un collègue qui tricherait parce que ça met, voilà, ça met en défaut toute une filière. Et ça porte le discrédit sur toute une filière. Pourquoi les produits bio sont-ils souvent plus chers? Bah déjà, c'est parce qu'on produit beaucoup moins. Et en plus de produire moins, on a besoin de plus de main-d'œuvre, notamment dans tout ce qui est maraîchage, etc. Enfin, le besoin en main-d'œuvre est plus important. Par contre, ce qu'il faudrait regarder, et ce que ne regardent pas ou peu nos décideurs politiques, c'est que justement, comme on a besoin de plus embaucher, ça serait un levier justement pour créer des emplois sur certains secteurs. Oui. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, je donnais des cours à Châtillon-sur-Seine, au BPRA, donc des adultes hors conversion professionnelle. L'année dernière, j'avais 4 adultes. Cette année, enfin non, il y a 2 ans, l'année dernière, ils n'ont pas renouvelé. Ils ont dit bah, il y a trop peu de. On met trop de moyens en face pour trop peu d'étudiants. Sauf que derrière, c'est potentiellement des gens qui s'installent sur le secteur, qui vont cotiser, qui vont consommer. Bien sûr. Mais le calcul mathématique, il n'est pas fait comme ça. Il est fait, on met autant de moyens. Il est très capitaliste. Ouais. Quels sont les produits bio les plus faciles à cultiver pour un particulier? Pour un particulier, ça va être dans le jardin, forcément, tout ce qui est légumes. Les légumes jardin. Ouais. Si tu devais convaincre un agriculteur conventionnel de passer au bio, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, cette année, j'en reviendrai pas chez moi parce que enfin, je suis dans une phase un peu compliquée en ce moment. Donc un diront que je suis le paysan de trop que tu as fait. Mais il faut qu'il en soit convaincu. On ne peut pas convaincre les gens à changer comme ça. Enfin, il faut qu'ils soient intéressés par la question du bio. Réellement, il faut qu'il accroche, comme on disait tout à l'heure. Bio, c'est un cahier des charges. Il n'est pas parfait, il est tel qu'il est, il est perfectible. Il y a des incohérences, mais la première chose pour venir en bio, c'est voilà, il faut en être convaincu, je pense. C'est vraiment par conviction, ouais. par passion, qu'on choisit de faire du bio. Je pense. Il y en a qui y sont allés par souci économique. Hein, dans les années quand c'était compliqué en 2016, il y en a qui ont fait un business plan, des très grosses fermes de Hoffmann. On dit au conseiller, tu me fais un business plan, puisqu'il y a quand même 300 € de l'hectare à aller chercher en aide à la conversion. On met 3 ans de luzerne, 2 ans de blé, et puis après on repasse au conventionnel. D'accord. Alors ça, c'était critiqué par la profession bio. Il y a certains bio qui disaient, ouais, mais peut-être que sur ce laps de temps, ils seront convaincus par le bio qui reste bon. C'est toujours une question d'homme, en fait. Donc j'ai passé mon BTS, on m'a toujours appris que le premier facteur de variabilité, c'était le chef d'exploitation. C'est-à-dire que ma ferme, telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle était quand je me suis installé, elle ne serait pas du tout la même maintenant si c'était quelqu'un d'autre qui s'était installé sur cette ferme-là. Okay. Donc, au niveau des formations, donc, tu donnes des cours. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les cours que tu donnes, comment ça se passe avec tes élèves? Alors je suis formateur, alors ça c'est grâce à une collègue de l'équipe de paysans sur CAFA. Donc ma collègue Sandrine qui était en BPRA à Saint-Maur, et puis un prof qui est parti en congé de maths. Oui, un prof. Et du coup, comme il n'y avait personne pour remplacer, elle a pensé à moi comme j'avais déjà été dans l'enseignement. Donc j'ai mis un pied à l'étrier comme ça. Et donc là, c'était des publics adultes. Hein. J'ai fait 3 ou 4 saisons à Saint-Maur. Et puis après, ça s'est arrêté à Saint-Maur. Enfin, un collègue est venu. Et puis, j'ai pris un stagiaire de la Barotte. Et puis, c'est comme ça que j'ai remis le pied à l'étrier à la Barotte, parce qu'ils étaient en recherche de formateurs aussi pour la formation de BPRA. Ça, c'est une formation qui me plaisait parce que c'était des adultes qui étaient en reconversion professionnelle. Là, cette année, j'ai des CAP et des BEP, où j'ai hésité à y retourner. J'y suis retourné parce qu'il faut mettre bouffer dans l'assiette. Et j'aime pas faire de la discipline.
c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et donc c'est un peu plus compliqué pour moi que ce genre de public. Par contre, j'y apporte l'agronomie. Donc forcément une vision complètement différente. Dans mon BPRO, souvent les fils de paysans, ils se grattaient la tête en rentrant chez eux. Ils revenaient avec une foule de questions pour la semaine d'après. Et j'aimais bien ce que je disais à mes étudiants, c'est que j'aimais bien les provoquer, enfin provoquer pour provoquer la réflexion. Remettre en cause, pas l'histoire de remettre en cause tout le matin le système, mais de se dire, tiens, est-ce que je suis dans la bonne ligne ou pas? D'accord. Donc aussi, donc tu fais, t'es aussi brasseur de bière. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que le métier de brasseur de bière? C'est un métier passionnant. J'aime beaucoup faire visiter la brasserie. Ça, je tiens ça de mon père et de mon père, cet attrait pour rencontrer des gens et puis discuter. Et donc les trois quarts, quand ils rentrent dans la brasserie, ils ressortent différents parce qu'ils ne s'imaginent pas du tout ce qu'est le travail en fait de la bière. Les 9 fois sur 10, à la fin, on me dit bah, tiens, oui, moi je bois la bière différemment. J'ai vu comment ça se faisait. Donc alors c'est très culturel chez moi la bière. Dans le Nord, c'est forcément la boisson, c'est-à-dire que c'est un sport olympique, mais c'est la boisson favorite. Puis en plus, on est à proximité de la Belgique, qui est vraiment enfin, et c'est ce plaisir d'offrir un bon produit avec un copain. Très souvent, au Nord, quand on partage une bière, c'est très souvent une bonne bière, qui est plutôt forte, plutôt sur des bières fortes de dégustation. Et donc j'aime bien boire de la bière, une bonne bière, et je me suis dit, ben voilà, ça peut être une diversification de l'exploitation. Donc, comme je suis à moitié cinglé, 2019, j'ai acheté du matériel qui est resté 2 ans dans la grange. Même avant, en fin de compte, je me suis renseigné. En 2014, je voulais faire de la bière. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les process de fabrication, parce que je n'y connaissais absolument rien. Et puis, je me suis renseigné, j'ai lu un livre ou deux, et puis 2017, j'ai un bon copain qui fait de la bière chez lui de façon très artisanale. Donc un samedi, on s'est mis à faire de la bière, c'est une franche rigolade. Le mois d'après, c'était la mise en bouteille, c'était encore plus rigolo. Et ben, j'ai trouvé que le process n'était pas très compliqué, donc j'ai dit bon ben allez, on se lance. Donc j'ai acheté du matos qui a végété pendant 2 ans dans ma grange, parce que j'ai eu des soucis d'eau, puis d'autres soucis entre temps. Et puis après, ben, au bout de 2 ans, on a installé le matos et puis on a brassé les premières bières. Donc j'ai aucune formation brassicole. C'est moi, on a tout fait sur le terrain. Les créations de recettes, c'est très souvent ex nihilo. Je sais pas du tout. Vous y allez à tâtons? Ouais, enfin, j'y vais comme ça. C'est des essais grandeur nature, c'est sur 5 hectos, 500 litres. Oui. Donc ça passe ou ça casse. Pour l'instant, on a d'excellents retours sur les bières. On a 8 à la gamme actuellement. Il y en a les deux qu'on vend moins, on va continuer à les faire, mais très certainement souvent. Les autres, elles sont vraiment appréciées. Notamment au Trou, j'ai fait la visite de la brasserie en allemand, j'étais pour le moment des Allemands. Ils étaient très contents d'avoir un germanophone en face. D'ailleurs, une fois, il y a un Allemand qui me dit tiens, ce mot-là, je l'ai entendu 2 fois dans ma vie, une fois en Allemagne, ce qui était logique pour un brasseur, et une fois en France, il était sur les fesses. Et à la fin, donc, au moment de la dégustation, ce couple d'Allemands-là, je dis bah, tiens, maintenant, on va goûter la blanche. Et donc, il goûte la blanche. Je vois son visage qui s'illumine un peu. Puis il me dit bah, je tire un compliment, et nous, les Allemands, on considère qu'il y a que nous qui savons faire de la bonne blanche. Il me dit celle-là, elle vaut largement une blanche allemande. Je t'en prends quelques bouteilles pour faire goûter un brasseur allemand. Ouais. Donc c'est vraiment. Ouais, celle-là, puis la smash, les gens se l'arrachent. Une fois qu'ils y goûtent, par contre, c'est une bière qui est forte. Elle a tendance à. Elle fait combien de degrés? Ben là, alors ça dépend parce que enfin ça dépend. Le premier brassin qu'on a fait de smash, qui est parti à une vitesse vertigineuse, il faisait 9 degrés. En fait, on l'a refaite, mais les levures n'ont pas travaillé de la même façon, donc elle a moins atténué, donc grosso modo, elle est plutôt autour de 8.
Oui, Pour oui. éviter Et les autres le- bières après que Bah, tu la brasses? blonde, elle est autour de 5 degrés, l'IPA autour de 5,5, l'ambré 6, et puis après on monte sur. On a 4 triples à la gamme, donc elles sont plutôt autour de, entre 7 et 8,5. Alors, l'IPA, en fait, c'est un houblon particulier, c'est ça? Alors l'IPA, Indian Pale Ale, l'historique, c'est quand les Anglais emmenaient leur bière aux Indes, ils mettaient plus de houblon. Parce que le houblon a des vertus antibactériennes. Ok. Enfin, en fait, ça conserve la bière. Et oui, c'est aromatique aussi. Donc, comme elles étaient plus houblonnées, c'est devenu un style de bière qui est tombé en désuétude après la Première Guerre mondiale et qui est revenu à la mode fin des années 90, début des années 2000. Et puis après, bah, les brasseurs, ce qui est génial avec la bière, c'est qu'on, enfin, pour moi, il n'y a que l'imagination du brasseur qui pourrait faire limite. C'est-à-dire que j'ai vu des brasseurs qui faisaient des bières ou flamme cuche ou donc on peut presque tout inventer. Et moi je suis très, je ne vais pas dire puriste, mais comme j'ai vécu en Allemagne, pour moi la bière c'est comme le Reinheitsgebot, c'est de l'eau, du malt, du blanc, point barre. J'ai du mal à faire des bières autres. Il faut qu'on sorte une bière aux fruits. Et ça fait 2 ans qu'on en parle, mais ça n'a toujours pas sorti. Il n'y a que la bière de Noël qui a enfin, dans laquelle on introduit des épices, parce que voilà, c'est l'histoire des bières de Noël. C'est les épices à vin chaud après qu'on retrouve. Bon, après, on met ce qu'on veut dedans, mais l'histoire des bières de Noël, c'est que dans le temps, les maltes, comme les moissons étaient plus tardives, les maltes nouveaux de la nouvelle année arrivaient plus tardivement en brasserie, très souvent en octobre. Donc les brasseurs en profitaient en fait pour vider tout leur ancien stock de malt. Ils faisaient un brassin avec. Et comme il y a certains maltes qui s'assemblaient plus ou moins bien, parce qu'il y a des maltes, il y en existe une multitude, ou dont la conservation a un peu détérioré les grains, pour couvrir les faux goûts, on mettait des épices. Et puis donc ça, c'était donné aux clients et aux ouvriers des brasseries. D'accord. Enfin, voilà, c'est ce qu'on peut trouver dans la littérature comme historique des bières de Noël. Alors, ouais, après, au niveau de la bière, j'ai entendu que, a priori, au début, la bière s'est développée pour rendre potable les sources d'eau qui ne l'étaient pas. Alors, Alors je sais pas c'est si pas pour c'était les une rendre légende potables, c'est déjà, enfin, la bière c'est très très vieux. Ça doit être des sumériens si je ne me trompe pas. Enfin, en fin de compte, ils se sont aperçus que donc, il a fait tremper dedans de l'eau et puis ça a fermenté. Et puis, qui dit fermentation après, enfin, l'alcool qui. Oui, c'est vrai que les Sumériens. Et du coup, c'est comme ça qu'on a découvert la bière. Après, au Moyen-Âge, on préférait boire en effet de la bière à l'eau, parce que justement, comme on est obligé de porter l'ébullition et de faire Ça chauffer, retire ben, peut-être des bactéries, voilà, des mauvaises bactéries ça aussi. assainit en fait. C'est assez. Ça assainit. Donc, comme il y a toujours cette étape de porter l'ébullition, deux buts, hein, c'est de pouvoir isomériser les houblons qui vont donner de la vertu et assainir le brassin. Et donc, en effet, il y avait cette question sanitaire au Moyen-Âge. Il était plus sain de boire de la bière que non. Ouais. Donc, On risqué. oui, c'est t'as créé quand? Ta partie, tu l'as créé quand? 2021, si je ne me trompe pas. Pour une brasserie de ferme 2021. 2021. Donc, elle s'appelle la Ch'tite Quinfinoise, parce que je suis quand même très attaché à mes racines du Nord. C'est bien. Le dessin, c'est mon fils aîné qui l'a fait, alors c'est moi qui lui ai donné le Tu peux thème. peut-être nous montrer. Voilà. Alors, on est parti sur le thème de la sorcière parce qu'on voulait plusieurs choses sur la brasserie. Forcément, on a une philosophie aussi derrière la brasserie, donc on voulait que les gens se réapproprient aussi l'histoire du village. Donc, le village de Quinfin, il y a une histoire qui est assez riche, donc on a un nombre de villages, mais il y a Saint-Bernard de Clairvaux qui est venu prêcher à Quinfin, qui a opéré 2 miracles. On aurait pu partir sur ce thème-là. Il y a une sorcière qui a été brûlée au 16e ou 17e siècle, il faudrait que je relise, qui s'appelait Antoinette Buisson. Et donc, voilà, on est reparti, ça c'était moins connu, donc on est reparti sur ce trait d'histoire-là. Et donc, j'ai demandé à mon fils de me dessiner une sorcière qui soit sexy quand même, parce que c'est quand même plus commerçant qu'une sorcière avec le nez crochu et puis une grosse verrue. C'est sûr. C'est plus attrayant. Ouais, c'est plus attrayant. Et donc on travaille en fait sur un style de bouteille particulier qui s'appelle la Steiny à bouchon mécanique. Alors ça me rappelle les bières belges, hein, la Steiny. Et le bouchon mécanique, c'est le côté réutilisable. Donc nous, on a fait le choix d'acheter des bouteilles qui coûtent un peu plus cher, mais on les recycle en brasserie. C'est-à-dire que les clients, au début, on mettait une consigne, mais qu'on ne met plus parce que c'est compliqué. Mais
et les clients peuvent nous ramener les bouteilles, c'est vivement conseillé, et nous on les retraite en brasserie. C'est un travail qui est colossal, donc avant on achetait des étiquettes chez un imprimeur professionnel, on les fait nous-mêmes avec du papier lavable, parce que les étiquettes autocollantes étaient quand même compliquées à détacher. Et donc le petit format Petit format en 33 centilitres. te montre un petit peu plus près. Donc voilà, la Steiny, il y a un bouchon mécanique. Donc ça en plus c'est un modèle qui plaît vraiment aux gens. Et les gens ont comment dire, ce plaisir de venir ramener les bouteilles en brasserie. Et en plus, très souvent, quand ils viennent en brasserie, la première question que je pose c'est bah, tiens, tu bois un coup. Donc quand ils viennent à 8h du matin, ils refusent, mais souvent ils ont compris le truc, donc ils viennent plutôt à une heure un peu plus propice à la consommation. Et donc les trois quarts se remémorent aussi des souvenirs d'enfance. Bah tiens, longtemps avec le grand-père, on retournait au COP mettre les vidanges. Eh oui. Enfin les vidanges, les consignes dans le Nord, on appelle ça des vidanges. Mais c'est vrai que la maman, tout était comme ça, hein, même que C'est ça. le lait, c'était pareil. Hein. C'est tout à fait vrai. Donc, euh, la bière phare de ta production, c'est laquelle? La bière phare, bah, ça va dépendre en fait du public. Alors le problème, Des tranches d'âge? c'est pas le problème des tranches d'âge. En fait, l'aube, enfin, notamment Quinfin, historiquement, t'es plutôt porté vers le vin. La bière restait un produit désaltérant pour l'été. Nous, dans le vin, on en fait une consommation été comme hiver, puisque c'est plus des bières de dégustation. Donc l'été, on va plutôt trouver une clientèle qui va acheter de la blanche ou de la blonde, qui est plutôt légère. Sinon, chez les jeunes, ce qu'ils adorent, c'est la Smash. Donc la Smash, c'est un acronyme qui veut dire Single Malt and Single Hop, un seul malt et un seul houblon. Et donc c'est que les maltes de la ferme là-dedans. Un malt qu'on a fait faire en Alsace. La problématique, c'est de trouver une malterie, une micro-malterie bio. Donc, on travaille avec Maltala en Alsace. Et donc cette bière-là, c'est celle qui fait entre 8 et 8,5. Et elle est excellente. Vraiment, elle est très très bonne. D'accord. Par contre, on a une demande aussi, puisqu'on fait à partir dans le process de fabrication, on a essayé de se rapprocher comme travailler les moines dans le temps, c'est-à-dire que au moment du rinçage, on a des fois des jus excédentaires qui sont très peu chargés en sucre. On les retravaille aussi en bière, on fait une simple. Parce qu'avant, il y avait la simple, la double, la triple. Donc ça, c'est une triple ou quadruple. Donc on fait une simple qui est à 2 degrés. On tient une soixantaine de bouteilles. Comme ça, c'est des essais qu'on fait. Donc là, on a fait une à 2 degrés, une à 1,5. Et on a de la demande sur ce type de bière. D'accord. Est-ce que tu as des techniques ou des astuces dans ton processus de brassage que tu peux expliquer Le processus de brassage, je peux l'expliquer. Par contre, des techniques, des techniques particulières, non, je vois pas. Je vois pas ce qui me différencierait de. Donc, tu expérimentes encore des nouvelles recettes. Oui. Et tu fais tout seul avec d'autres brasseurs pour chercher des nouvelles recettes? Non, pour l'instant, on travaille qu'à deux avec mon épouse. Alors, par contre, il y a un jeune brasseur, Yann, qui n'a pas de matériel, donc il vient brasser chez nous. On est très porté sur le collaboratif. C'est bien. Il vient brasser chez nous, on s'aide mutuellement, donc ça lui est arrivé aussi de me filer un coup de main, de brasser. Quand je ne pouvais pas être physiquement présent à la brasserie, il avait commencé la recette, il terminait la recette pour moi quand je devais partir dans les champs, par exemple. Et donc on s'entend très très bien, et puis ça permet d'échanger aussi quand on est face à une problématique, de dire tiens, comment tu solutionnerais ça. Oui, c'est toujours mieux d'avoir comme ça plusieurs avis. De cerveau, on va toujours plus loin, c'est sûr. Des fois, on va vite, mais toujours plus loin. Quels sont les plus grands défis rencontrés en tant que brasseur? Réglementation, concurrence, approvisionnement, etc. Le plus grand défi, ça va être moi, en fait, ça va être me battre contre moi-même.
Non, le plus grand défi, ça va être la commercialisation. C'est un peu ce qu'on a négligé. Donc, comme on est parti, ouais, le projet, on aurait dû le réfléchir mieux, je pense. C'est-à-dire qu'on a acheté du matos, puis on a dit, ouais, maintenant on a le matos, il va falloir faire le bâtiment autour. Il a fallu commencer par réfléchir la globalité. Mais globalement, produire, ça on sait faire, il n'y a pas de souci, les gens sont très contents des bières. Et la commercialisation, en fait, il faut vraiment autant mettre en valeur mon produit sur un marché, j'ai aucun souci. Face aux clients, je sais très 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 bien faire. Aller démarcher des professionnels, des revendeurs, ça j'ai beaucoup plus de difficultés. Et malheureusement, c'est là qu'il faut qu'on aille, puisque c'est eux qui vont faire le gros du volume. Enfin, si on veut se développer, c'est vraiment par là qu'il faut qu'on s'améliore. Donc j'ai demandé plusieurs fois l'aide de la Chambre d'agriculture pour me trouver des formations de commercialisation, mais je suis en attente, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la brasserie? Merci. Un peu comme avait fait Yann, et puis donc au départ il était sur un projet avec un de ses copains, d'aller voir plusieurs brasseries, de voir un peu le matériel qu'ils utilisent, de voir leur démarche. De peut-être pas rester tout seul, mais plutôt. Non, pas forcément, mais d'aller voir un peu les différentes solutions qui peuvent s'offrir à un brasseur. Ce matériel coûte quand même très très cher, donc on peut faire des projets bien moins chers avec des temps calés, par exemple, des choses comme ça. Si on achète une brasserie toute neuve, les prix sont exorbitants. Et après, bien dimensionner le projet. J'ai rencontré un brasseur l'autre jour qui est toujours passionné par ce qu'il fait. Euh, 3 fois, donc c'est une journée de formation, 3 fois dans la journée de formation, il m'a dit en fait, j'étais quand même plus heureux quand je passais dans mon garage. Là, ils ont un projet à plusieurs, 1 million et quelques d'euros. Et alors, c'est rentable, hein, par contre, quand tu travailles à plusieurs, tu dois euh, avoir des comptes, enfin, rendre des comptes aux autres, etc. Il faut absolument que l'argent rentre parce que on n'est plus dans la même dynamique. Moi, j'adore quand les gens viennent en brasserie, quand on fait la franche rigolade, etc. Côté familial un peu. Voilà. Quand tu es dans un côté uniquement industriel et commercial, industriel, j'entends, très petite échelle, mais je veux dire, quand tu as commencé à développer et tu es obligé absolument de rentabiliser, ça ne veut pas dire que moi je suis pas obligé de rentabiliser, mais c'est pas la même chose. Il faut vraiment savoir ce qu'il veut en faire de la brasserie, s'il veut ça reste un lieu convivial, s'il veut que tout soit consommé sur place, hein, il y a des cafés brasseries qui sont comme ça. Ça, je peux dire que c'est le top parce que donc ils font pas de bouteilles, donc tout est consommé sur place, un peu comme les chaînes, je sais plus comment ça s'appelle, certaines chaînes font ça. Des chaînes. Voilà. Et comment dire, ça, on pourrait s'imaginer que c'est le rêve, quoi. Mais tout projet a des bons côtés et puis des côtés. Et faire attention à tout ce qui est administratif parce que ça peut vite porter défaut. Comment est-ce que tu conseilles quel conseil tu peux donner pour déguster une bière? Verre, température. Il y a un adage qui dit autant de verre que de bière. Donc il y a un copain qui m'avait dit ouais, ça on pourrait le mettre en épitaphe au cimetière. Autant de verre VER que de bière mise en bière. Ah, pas mal. C'est de l'humour noir. Ça va dépendre du moment de la journée, ça va dépendre du style de bière qu'on aime, on apprécie. En fait, c'est très souvent les expériences, j'en ai vécu aussi du côté avec des potes vignerons. Très souvent, on déguste une bouteille, on est dans une ambiance et on trouve le produit exceptionnel. Parce qu'on est dedans, parce que c'est en fin de journée, parce qu'il y a un tas de choses, enfin c'est comme le moment de la journée. Et puis après, on achète la même bouteille et consommer dans d'autres conditions, elle paraît moins bonne en fait. Ça va vraiment dépendre. Donc le verre a une incidence, hein, la température aussi, plus la bière va être forte en alcool, moins il va falloir la boire fraîche. La fraîcheur, de toute façon, c'est un peu comme le champagne, la fraîcheur va tuer les arômes en fait, de la bière. Donc, si la bière est mauvaise, il vaut mieux la boire très fraîche du coup. Parce que, du coup, Oui, ça camoufle. ça camoufle.
Ça, c'est un collègue champenois qui disait ça. Le champagne, c'est un mauvais champagne, tu le dégustes frappé. Mm. Ben ouais, ça va vraiment dépendre du type de bière ouais, qu'on apprécie. Ok. Ouais, j'ai vraiment pas de conseils particuliers. Moi-même, il faudrait que je me forme à tout ce qui est association, parce qu'il y a un tas d'associations enfin, mais bières qu'on peut faire. L'autre jour, j'ai reçu en brasserie, comment ça s'appelle, sommelier qui déguste Des honneurs, un sommelier, un sommelier, pardon. un excellent sommelier. Donc il m'a donné deux, trois astuces. Donc il apprécie vraiment mes bières. Ouais, par contre, donc il m'a expliqué quelques associations qu'on pourrait faire. Mais ouais, vraiment, moi j'ai besoin de formation là-dessus. Ouais. Euh, donc voilà. Est-ce que tu veux nous laisser un dernier mot pour la fin et après un mot pour les amateurs de bière qui nous regardent Ben, donc enfin, et les agriculteurs bio aussi. vive le monde paysan, qu'il soit bio ou conventionnel, vive le monde paysan. Qu'il y ait de la solidarité entre paysans, et puis ben, vive l'esprit brassicole. J'ai découvert l'esprit brassicole, et il y a vraiment une belle entente et en principe un beau partage entre brasseurs. C'est toujours intéressant. Et ben, je peux essayer de déguster une bière. Et dernière question, Ouais. si quelqu'un veut commander de la bière, et donc il peut venir, Ah, il peut venir à la ferme, donc et il vaut mieux si à téléphoner. défaut il peut pas, Ben, il y a il quelques peut par magasins téléphone, sur 3 qui remontent aussi. d'accord. Moi, je peux citer les. Oui, tu peux citer. Donc, il y a Cave chez Toche, qui est un excellent endroit. Ça, c'est dans les Halles, le marché. D'accord, Au Bec Fin, d'accord. donc là, c'est plus commercial. Après, il y a Biocop, Passion Paysanne. C'est ma femme qui s'occupe pas de la commercialisation, donc je risque d'oublier certains commerces sur 3. Après, il y a la crêperie de Chef. Ok, Génial. Donc là, c'est l'Ambray. Donc là, c'est plutôt à déguster. Quoi. Quand on va se restaurer, voilà, on peut retrouver les bières, on peut pas en acheter, mais enfin, on peut la déguster sur place. Bref, puis après, il y a d'autres magasins sur Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube. Là, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse la démarche, qu'on aille plus dans les cafés. Tout à l'heure, on est déjà allé le voir, mais on n'avait pas de bouteilles. Là, on va amener des bouteilles au Ferrabus. ah, ça, c'est bien. Alors, il y a un restaurateur qui avait adoré la Smash. On m'a toujours dit qu'il m'en prendrait, et pour l'instant, j'attends toujours. Je l'ai lancé une fois. Et, tu vois, on a cette difficulté voilà, de relancer parce que c'est beaucoup moins dans notre ADN. Hmm. Mais sinon, on accueille vraiment volontiers à la ferme pour une visite et puis pour une dégustation. Voilà. Un dernier mot à dire? Donc, C'est tout bon. Ok. parfait. Eh ben, c'était parfait. Eh ben, salut. Merci. Salut. Ben, salut.